et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu du grand journal ce dimanche, Simon Compaoré est au front. En tournée dans le Nord et le Sahel, le ministre d'État en charge de la sécurité est à l'écoute des policiers et gendarmes en service dans cette partie du Burkina. En retour, il leur rappelle la place de choix qu'occupe la sécurité des biens et des personnes dans les priorités du gouvernement. Les échos de l'étape de la région du Nord dès le début de cette édition. Dans ce journal également, le calvaire que vivent les commerçants face aux coupures d'électricité. La conservation des produits alimentaires périssables est en question. Si certains arrivent à minimiser les dégâts, d'autres en revanche paient le prix fort. C'est un dossier à suivre dans quelques instants. Les commerçants de l'Acacia macrostachya, eux, sont épargnés. Ce nom scientifique ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit du zamnin. Et oui, ce plat traditionnel made in Burkina, incontournable lors des cérémonies, fait l'objet d'un zoom dans ce grand journal. La plante, en plus d'être génératrice de revenus, revêt un intérêt scientifique. Et puis, c'est un dimanche des rameaux meurtrier que vit la communauté chrétienne copte en Égypte. 2 attentats à la bombe ont visé des églises ce 9 avril dans les villes de Tanta et Alexandrie. Le bilan évolutif fait état d'une quarantaine de morts et des attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. La sécurité des personnes et des biens, l'une des priorités majeures du gouvernement burkinabé, c'est le message porté par le ministre en charge de la sécurité aux forces de sécurité de la région du Nord, laquelle région est la première étape de la tournée entamée par le chef du département, Yacouba Gamene et Draman Dadian. Patron de la sécurité, Simon Compaoré vient remonter le moral de ses troupes à la frontière Burkina-Mali. Une zone de turbulence sécuritaire. La menace terroriste est là et ces hommes doivent veiller au grain. Nous sommes au poste frontalier de Yensé. Nous sommes en manque d'armement, de moyens de protection. Présentement, les attaques sont un peu confondues. Il y a les attaques des terroristes que nous connaissions et il y a ces délinquants aussi qui embêtent nos populations. Même défi sécuritaire à Ban, toujours dans la région du Nord, à un jet de pierre du Mali. Le climat est hostile avec peu de moyens pour y faire face. L'émissaire du gouvernement dit avoir pris la mesure de la situation. Vous avez vu des motos, vous avez vu un groupe neuf qu'on est en train de descendre parce qu'on ne peut pas mettre dans chaque village un gendarme ou un policier. Mais ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte qu'il y ait des patrouilles, que régulièrement on sente la présence des forces de sécurité dans les villages. Et ça aussi, je pense qu'on va veiller. On a amené un peu d'essence. Et ce n'est qu'un début. L'armement et les effectifs seront aussi revus à la hausse, rassure le ministre de la Sécurité. Cette tournée dans le Grand Nord est faite d'escale dans les différents commissariats de police et brigades de gendarmerie. Et à chaque étape, le message demeure discipline, vigilance et solidarité. Cohésion entre les différentes entités de la sécurité et surtout, une bonne collaboration avec la population. Eux aussi comptent beaucoup dans la préservation de la sécurité au Burkina. Les leaders coutumiers et religieux ont été sollicités par les autorités politiques dans la lutte contre le terrorisme. Une équipe de reportage est allée à la rencontre de notables de la ville de Djibo. Suivez le reportage signé Adama Guiti et Oumar Zombré. Le calme est de retour à Djibo et ses environs. Les populations vont et viennent comme bon leur semble sans être inquiétées. Mais pour en arriver là, en plus des actions menées par les forces de défense et de sécurité, le concours de tous les responsables coutumiers et religieux a été d'une aide précieuse. Des responsables qui demandent toujours à la population de collaborer avec les forces de sécurité pour plus de sécurité. Que la rue peut-être pas se former aussi souvent pour toucher une certaine part de la population. Donc, nous sommes nos collaborateurs. Je lance un appel à tout le monde. Si quelqu'un voit quelque chose de suspect, il doit informer les forces de l'ordre. C'est en collaborant que nous apporterons la sécurité. Si nous voulons être tous en paix et en sécurité, il faut absolument que la population collabore avec les forces de sécurité. Avant ce calme et cette sérénité, la peur était lisible sur les visages des populations. Mais aujourd'hui, le pire est derrière. Avant l'arrivée des soldats,
Le climat sécuritaire était délétère et on avait peur. Nous passions des nuits sans sommeil à cause de la peur. Mais maintenant, la peur commence à partir. Pour le pasteur Ali Bari, qui a déjà effectué un court séjour au centre de formation professionnelle en information, actuellement ISTIC, certains médias ont contribué à faire naître et grandir la psychose dans les esprits. Je voudrais demander aussi aux médias là, de faire preuve aussi de retenue parce que ça lance et ça amenait la psychose alors que en fait le jeu n'en valait pas aussi la chandelle. Parce que partout on dirait que Guibo était invivable, Guibo était pris. On m'appelait de partout, de Banfora, de Ouaga, de Waïwia, un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et même, c'est ça qui a provoqué la panique. Et chez certains, c'est la plupart des enseignants, des fonctionnaires qui ont quitté la province. Pour ceux qui ont pris peur et qui sont déjà partis, il leur est demandé de revenir. Ils sont partis en tout cas. Je vais les demander de revenir parce que c'est un combat pour tout le monde. Et celui qui abandonne, il perd. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ici là, ça sera de l'histoire, ce qu'on a vécu. Donc, tout le monde peut revenir à Guibo. Pour ces religieux et coutumiers, le combat contre le terrorisme n'est pas seulement que l'apanage des forces de défense et de sécurité, mais de tous. Et pour vaincre ce mal qui est nouveau au Burkina, ils appellent les populations à jouer pleinement leur partition en renseignant les forces de défense et de sécurité. Dans cette lutte contre le terrorisme, le CSC n'est pas en reste. Pour sa part, le Conseil supérieur de la communication en appelle à la retenue. La question du terrorisme doit être traitée de façon particulière selon l'instance de régulation des médias au Burkina. Les professionnels de la ville de Bobo-Dioulasso ont été conviés à une rencontre que nous commentent Hassan Gourabou et Moussa Sano. Le CSC, le Conseil supérieur de la communication, à la rencontre des hommes de médias de Haut-Bassin. Au menu des échanges, les questions sécuritaires, notamment le traitement de l'information dans un contexte marqué par une recrudescence des actes de terrorisme au Burkina. Qui dit ces questions sécuritaires parle de périodes sensibles. Donc il y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on ne peut pas dire. Donc nous ne demandons pas aux médias de faire un blackout sur les questions sécuritaires, mais de prendre les précautions pour éviter de diffuser ou de publier des informations à caractère sensible qui peuvent s'aimer la psychose au sein des populations, mais aussi compromettre les efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain. À leur tour, les hommes de médias de Haut-Bassin font plusieurs recommandations. Ils demandent entre autres au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité de communiquer suffisamment et au CSC d'initier une formation pour les journalistes et une sensibilisation du grand public. La situation l'oblige que le Conseil supérieur de la communication, qui régule en quelque sorte tous les médias au Burkina Faso, puisse communiquer et donner les règles nécessaires pour pouvoir traiter l'information. Pour moi, c'est une rencontre très importante qu'il fallait nécessairement tenir dans la mesure où elle porte effectivement sur l'information en matière de sécurité, en matière de consolidation même de la paix. Présent à la rencontre, le gouverneur de Haut-Bassin salue cette initiative du CSC, l'organe de régulation des médias au Burkina qui, pour mieux se faire entendre sur le traitement des questions sécuritaires, prévoit le lancement très bientôt d'un programme d'urgence intitulé Médias et sécurité, un programme qui vise entre autres la formation des journalistes et la sensibilisation des populations sur les questions de sécurité. Et puis la direction de la communication de la présidence communique que le président du FASO prendra part le lundi 10 avril à un sommet extraordinaire de l'Union monétaire économique ouest-africaine. Ce sommet de l'UMOA se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président du FASO et ses pairs vont échanger sur les questions relatives au bon fonctionnement de leur institution. En marge de la réunion, Roch-Marc Christian Kaboré échangera avec des partenaires du Burkina sur des sujets liés au développement du pays. Dans la suite de ce journal, la visite de terrain opérée par les ministres de l'Énergie et des Mines dans la ville de Fadangourma, ils ont procédé au lancement des travaux de construction d'une centrale thermique d'une capacité estimée à 7,5 MW. Elle devrait accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Précision, Paul Yabré, Amidou Lankwande et Clarisse Nekema. La pose de cette première pierre marque ainsi le lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle centrale thermique de Fadangourma. Cette centrale devrait renforcer les capacités de production du réseau national interconnecté
en vue de garantir une bonne qualité de la fourniture énergétique aux populations de l'Est. La consommation de Fada, c'est autour de 2,5 MW et nous avons 7,5 MW qui seront disponibles. Donc ça veut dire que cette capacité de production pourra servir non seulement à alimenter la région de l'Est, mais sera également injectée dans le réseau interconnecté. Voilà, il permettrait donc d'alimenter d'autres localités dès lors qu'il y a un déficit de production électrique. D'un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA, la réalisation de la centrale thermique de Fada est financée entièrement par la Banque mondiale. Un projet qui s'inscrit dans le renforcement des actions du Plan national du développement économique et social, PNDS. Depuis un certain moment, vous voyez que nous travaillons à renforcer les capacités de production au plan national. Et vous savez que les pôles portés par les grandes villes observent, ou en tout cas quelques difficultés depuis un certain temps. Donc on a un ensemble de projets que nous avons et que nous sommes en train de mettre en route pour que d'ici là, que l'agrégation de l'ensemble de ces projets puisse permettre donc de pouvoir rendre l'énergie disponible et accessible. À terme, la nouvelle centrale de Fada produira 7,5 MW d'énergie. Elle sera fonctionnelle dès le mois de septembre de l'année 2018. Mais c'est aujourd'hui que les commerçants voudraient solution au problème de délestage. Et pour cause, les pertes qu'ils subissent sont imputables au manque d'électricité. La chaîne de froid des produits alimentaires périssables n'est pas respectée. Certains ont développé des situations palliatives, tandis que d'autres ont du mal à s'y faire. Le constat avec Salifou Belem et Aimé Solange Guigma. Le délestage bat son plein dans la ville de Ouagadougou en cette période de canicule. Face à cette situation, comment gérer les aliments périssables? C'est le casse-tête chinois des tenanciers de charcuterie et de poissonnerie. Alterner entre la Sonabel et puis un groupe électrogène, c'est difficile. Pour pouvoir mieux le conserver, il faut atteindre une certaine température qui garantit toujours au poisson sa fraîcheur d'origine pendant un long moment. Et c'est ce que nous essayons de faire pour garantir la fraîcheur aux consommateurs. Voilà. Bon, avec les coupures qu'il y a, c'est vrai qu'on y arrive, mais c'est vraiment avec beaucoup de difficultés. Dans le domaine de la viande, avec le délestage, c'est pas simple, mais bon, on a un groupe où on a été financé par un projet qui nous permet en cas de délestage, puisque ça puisse prendre un relais. La réalité est la même dans le milieu de la restauration, malgré la prise de certaines mesures pour minimiser les pertes. En tout cas, quand ça se coupe là, on a une petite groupe qui nous aide un peu à conserver les trucs. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Souvent, il y a des pertes. Souvent, il y a des pertes, il y a où les conserves qui ne peuvent pas conserver au salaire là. Vraiment, ça ne donne pas. Ceux qui payent le prix fort de ces coupures d'électricité sont les commerçants des produits laitiers. À 23h, quand on part, on doit éteindre le groupe électrogène avant de partir. Parce que si on n'est pas là quand le relais prend, ça peut créer des frictions. Et si le courant vient tard dans la nuit, par exemple, quand on vient le matin, on a beaucoup de choses qui sont vraiment avariées, surtout les yaourts et autres. On a à peu près pour les pots de yaourt là, les gros pots là, par exemple, un ça fait 700 à 800. Et la semaine passée, on a dû jeter plus d'une douzaine. Voilà. Et le lait frais, ça fait 350 francs. Et on a dû jeter 16, de plusieurs fournisseurs. Donc ça vaut au moins 50 000. Impuissance et inquiétude sont les sentiments des consommateurs face à cette situation. Une situation qui augmente le risque de consommation des produits avariés. Tout le monde est dans l'angoisse. Voilà. Quand on a du poisson conservé et qu'après cuire, c'est des problèmes. C'est éviter d'acheter beaucoup de produits. Il n'y a pas de solution. Parce qu'avec les nourritures qui sont toujours conservées, là, je te termine avec la coupure, tu bouffes ça, par exemple comme les yaourts, les consorts, là, ça va une mode de vente. Donc il n'a pas essayé de voir ça, ce qu'il peut faire pour que ça diminue un peu, quoi. Pour réduire leurs pertes, les commerçants peuvent nous vendre des produits périmés au détriment de notre santé. Que Dieu nous préserve seulement. La vigilance doit donc être de mise dans le choix des produits alimentaires périssables par ces temps qui courent. On en vient à la consommation du zamnin, un mets traditionnel apprécié par plus d'un ici au Burkina, incontournable lors des cérémonies telles les mariages et baptêmes.
Le Zamnin fait la réputation d'une famille qui la commercialise depuis plusieurs décennies. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré sont allés à la rencontre des consommateurs. Le reportage. Le Zamnin et la famille de Marguerite Rapademnaba, c'est toute une histoire. L'on pourrait même dire qu'il fait partie de son histoire. Depuis une cinquantaine d'années, on y vend du Zamnin. C'est la vieille Elisabeth Guigman, aujourd'hui âgée de 80 ans, qui l'a initié et l'a légué à sa fille. J'ai grandi, trouvé la vieille en train de faire son Zamnin. J'ai appris avec elle, j'étais à son côté, je l'aidais, donné un coup de main, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment vieille, fatiguée. J'ai pris la relève. Le Zamnin peut se manger seul ou accompagné de gonré, de pois de terre ou servi d'assaisonnement pour la sauce. Dans la région du Nord, les femmes mettent le Zamnin dans les sauces à base de kapok ou de feuilles de baobab. C'est un repas que moi j'ai appris à manger dès mon bas âge. Parce que chez nous, pendant les fêtes, nos mamans préparaient Zamnin ou bien le pois de terre qu'ils distribuaient à leur mari avec le beurre de karité là-dessus. Et ça faisait l'expression de reconnaissance pour les hommes. Aujourd'hui, ce plat, un mets traditionnel, est apprécié par de nombreux Burkinabés. Lors des cérémonies, presque tout le monde adore ça. Les gens aiment dire je n'aime pas le quotidien, épargnez-moi du quotidien. Je préfère ceci, cela, ça sort un peu de l'ordinaire. Et on ne trouve pas ça à tout moment, quoi. Donc quand je le gagne, je suis contente. Je peux le manger sans sel, sans huile. Et donc il n'y a pas de risque, quoi. C'est bien préparé avec assez de potasse. Je ne suis pas de la santé, mais je crois que la potasse aussi n'est pas mauvaise pour la santé. Achille Tenrebego marque toujours un arrêt dans le restaurant de Madame Rapademnaba pour savourer le Zamnin chaque fois qu'il est de passage au quartier Koulouba. C'est un lieu aussi que j'ai découvert grâce à mon papa. Et j'ai trouvé la dame un peu propre. Et tout le temps quand je passe à Koulouba, je n'ai le temps de m'arrêter déguster à son plat. Nathalie Soulga est venue en prendre à l'occasion de la journée traditionnelle organisée dans son école. Comme aujourd'hui c'est la journée traditionnelle, les mets locaux nous intéressent. C'est riche et c'est bien digeste. Pour toutes ces personnes rencontrées au restaurant de Madame Rapademnaba, ce plat mérite d'être modernisé, valorisé. Et cette valorisation est en cours à Saria, à quelques encablures de la ville de Koudougou, dans le centre-ouest du pays. Les chercheurs de l'INERA y étudient le comportement de l'Acacia macrostachia, le nom scientifique donc du Zamnin. Ils pensent à une domestication de la plante au regard de ses vertus. Nous en savons plus dans ce reportage signé Koualé Nebié et Vincent Kienrebeogo. Des pépinières de l'Acacia macrostachia, plus connue sous le nom de Zamnin, à la ferme de recherche environnementale et agricole de Saria. Il s'agit ici de faire pousser de jeunes plants de cette espèce qui seront ensuite repiqués sur un autre site. L'Acacia macrostachia, le Zamnin, là, ça a été semé ici. Bon, ça n'a pas encore poussé. Et vous voyez que l'agent qui s'occupe de ça est en train d'arroser. Une fois que bon, ça va pousser à partir de... Au niveau de 3 mois, on peut très bien aller les planter. Vous voyez qu'on a commencé à semer actuellement. C'est pour que ça atteigne la taille plantable au moment de l'installation de la saison pluvieuse. Les graines de cette plante sauvage suscitent de plus en plus un intérêt économique. Et dans un contexte de pression sur l'environnement, Didier Zida et son équipe ont trouvé leur idée: domestiquer la plante. C'est une espèce dont les graines sont devenus très importants sur le plan économique. Lors des manifestations, généralement, les gens réclament les mains faits à base de ces graines-là. Donc, c'est sûr que la demande sera de plus en plus forte. Alors que, présentement, les graines qui sont vendues sur le marché sont récoltées dans le milieu naturel, au niveau de la végétation naturelle. Et nous savons qu'il y a une forte pression sur notre végétation naturelle. Et avec cet intérêt économique grandissant, cette façon de faire n'est pas du tout durable. Nous, notre souci, c'est de nous préparer au niveau de la recherche forestière là, à générer des connaissances pour qu'à terme, ceux-là qui voudraient cultiver l'espèce pour mettre sur le marché les graines puissent le faire. Sur ce site,
La plante est soumise à différents traitements et techniques culturales pour répondre à une question. Dans quelles conditions l'acacia macrostachya est le plus productif? Après une dizaine d'années d'études, des réponses commencent à tomber. Alors, bientôt une nouvelle culture au Burkina Faso? Moi, j'imagine bien des vergers d'acacia macrostachya, comme on a des vergers de manguier, ça va arriver. Parce que les récoltes en milieu naturel, vous voyez, ça se limite. Et plus la graine va toujours avoir de la valeur économique, plus la pression sera grande sur ces ressources-là. Donc, il n'est pas impossible que des opérateurs veuillent se lancer dans cette production. Si le marché appelle, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'intéresser au domaine. Et à partir de ce moment, ils vont avoir besoin d'informations techniques. Donc, il faut qu'on se prépare à répondre à cette sollicitation. Et c'est le rôle de la recherche, savoir anticiper. Mais il reste encore un problème. Comment conserver des graines aussi sujettes à des attaques d'insectes destructeurs? À Saria, la recherche a tout prévu. Dans ce labo, ce qui est fait, c'est un pan de la recherche sur l'acacia macrostachya qu'on appelle communément Zamna. Et ici, la recherche concerne la lutte contre les attaques contre les sarransons, puisque c'est une espèce beaucoup appétée dans les cuisines, mais les graines sont beaucoup attaquées par les insectes. Donc la recherche consiste à trouver des moyens pour lutter contre l'attaque des sarransons. Donc ici, c'est un dispositif qui est fait. On veut comparer plusieurs traitements, plusieurs méthodes de lutte des sacs pour empêcher les attaques. Jusque-là, l'espèce n'a connu aucune manipulation génétique. Le souci des chercheurs burkinabés étant simplement de défricher le champ pour les premiers amnaculteurs. Et nous poursuivons dans l'alimentaire. Pour cette fois parler du pain, non pas de celui qui a défrayé la chronique il y a quelque temps, mais de celui qui est souvent oublié, le pain traditionnel. Son goût fait sa particularité. Sa fabrication, elle, est reconnue à Boussé, localité située dans la région du plateau central. Isaka Oudraogo et Bouma Ernest Nebier. Le pain local fait son petit bonhomme de chemin malgré le boom des boulangeries modernes au Burkina. Nous sommes ici à Boussé, dans la province de Kouégo, une des localités où il est le plus fabriqué et vendu. Et c'est dans cette ambiance que vous êtes accueillis par les revendeurs de cette denrée de première nécessité. Un véritable business pour ces jeunes qui n'hésitent pas à nous le signifier. Nous pouvons gagner comme bénéfice par jour, dans la vente de ce pain, 2000 à 2500 francs CFA, de l'argent que nous utilisons pour faire nos dépenses. Parmi les revendeurs de ce pain, il y a des élèves. Comme c'est le cas ici de Moussa Kinda, en classe de 4e, qui met tous les week-ends à profit pour arracher aux passants quelques francs. Comme le soir, vers les 17h, je rentre, je bosse. Ouais, le matin aussi, je pars à l'école. Si le soir, je viens, je pars à la boulangerie voir. Je commence aussi à faire le pain là aussi. Richard Yamiogo, quant à lui, vient de Koudougou. Ici, il est à la recherche de la scolarité pour pouvoir poursuivre ses études. Des études qu'il a abandonnées cette année, faute de moyens financiers. Bon, je pense qu'ici, c'est mieux. Ici, ça va. On peut vendre 2500 pains par jour, mais au Koudougou, on ne peut pas vendre ça. Au Koudougou, ça ne marche pas. Les passagers qui empruntent ce taxe Ouagaï-Oibia connaissent bien ce lieu de pain à Boussé. Beaucoup y font escale pour s'en servir. Ils l'achètent généralement dans ce type d'emballage qui contient 10 miches de pain à raison de 50 francs la miche. Un pain local qu'ils apprécient bien. J'allais rentrer mon parrain au village. J'ai pensé pour aller donner à Jean-Fan. Quand il regarde, vraiment, c'est bon pain. Son goût, il est particulier. Voilà, il nous renvoie en fait à quelque chose comme une certaine appartenance. Voilà. Donc ce pain local, là, nous l'apprécions vraiment. Et c'est ici que tous les revendeurs viennent chercher le pain local. Une boulangerie locale qui approvisionne tout Boussé. Elle reçoit également des commandes venant d'autres localités, notamment Ouagadougou et Waïguya. Un métier qui nourrit son homme à encourager le propriétaire des lieux qui affirme faire un bénéfice de plus d'1 million de francs CFA par an. Souvent, nous pouvons fabriquer par jour 1600 à 2000 pains. Comme il est de bonne qualité, il marche bien.
Ce que nous gagnons, on a pu construire notre maison et aider ceux qui sont dans le besoin. Bénéfique mais très harassante, la fabrication du pain demande, nous confie-t-il, beaucoup d'efforts, beaucoup de combustible et beaucoup de temps. Et c'est près d'une vingtaine d'employés qui y travaillent. Le travail du boulanger est très pénible. Il faut abandonner le sommeil et se lever très tôt. En plus, nous manquons de matériel de travail. Si l'État pouvait nous venir en aide, cela allait beaucoup nous soulager. Comme ingrédients utilisés dans sa fabrication, la farine de blé, la levure et le sel. Ce pain fabriqué localement est communément appelé amoré tabnino. Une appellation qui laisse entrevoir l'usage des pieds en plus des mains dans sa fabrication. Pour Salif Ouedraogo, cette appellation est de nature à ternir l'image de ce pain car il n'a jamais été question d'usage de pieds dans la fabrication du pain local qui est de nos jours prisé par les populations. Les potentialités nationales sont valorisées à Kaya dans le San Matenga et ce pour une semaine. Jusqu'au 15 avril prochain, le Conseil régional, à l'initiative de la manifestation, offre une vitrine aux acteurs du secteur agro-silvopastoral. Issa Kafando et Sanoa Christine Koulibaly ont assisté à l'ouverture de la foire. Leur compte rendu. C'est ainsi parti pour la semaine régionale du Centre-Nord. Une semaine voulue par la région collectivité pour traduire sa volonté d'être le moteur du développement humain durable local. Une volonté qui se matérialise par cette foire agro-silvo-pastorale. Notre région regorge de potentialités. Nos frères et nos sœurs produisent beaucoup de choses. Nous voulons que cette semaine-là, ça soit l'occasion pour eux, c'est une vitrine pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Alors nous avons ces problèmes qu'on a ici, c'est quoi? C'est que les gens produisent mais n'arrivent pas à écouler. Donc nous avons organisé cette fois pour leur permettre d'écouler leur production. La mobilisation des membres du gouvernement et des élus nationaux en dit long sur cette initiative. C'est un secteur primordial pour notre pays. Et ce sont des activités qui sont inscrites dans notre programme présidentiel et que nous conduisons. Et c'est tout à fait normal que nous venions soutenir de telles initiatives qui nous paraissent vraiment très bénéfiques pour la région. À côté de cette foire, la semaine régionale devrait permettre au conseil régional de mieux se faire connaître des populations. Plusieurs activités ludiques sont également au programme, parmi lesquelles une course cycliste dont les lauréats sont ici récompensés. Direction à présent le Sahel, plus précisément dans la zone pastorale de Ekeou. C'est dans la commune de Falaguntou. Selon les experts, la zone est source de conflits potentiels entre éleveurs et agriculteurs. Fixer les limites de la zone pastorale, c'est la solution toute trouvée pour prévenir donc d'éventuelles crises. C'est un projet qui se chiffre à plus de 109 millions de francs CFA. Le point avec Bouraïma Kane et Seydou Zongo. Les acteurs de la zone pastorale d'Ekeou sont réunis afin d'échanger autour de sa sécurisation. Au menu, l'élaboration des règles de gestion, la définition des cahiers de charges et la matérialisation des limites de la zone pastorale. Le projet, concrètement, va réaliser une retenue d'eau dans la zone. Le balisage en tant que tel, c'est-à-dire, c'est de mettre les bornes tout au long du périmètre de la zone pastorale. Il faut d'abord commencer à sensibiliser les communautés riveraines, et notamment mettre des relais communautaires et puis des cellules de négociation. Ces activités sont portées par le projet de sécurisation de la zone pastorale d'Ekeou, une initiative qui, selon les autorités communales, est à saluer et mérite un accompagnement pour le bonheur du monde rural. Certes, effectivement, qu'il y a déjà des populations au niveau de cette zone-là. Maintenant, avec le projet de pilotage qui sera mis en place, bien sûr, voire mettre en place des comités. Et c'est avec ces comités que nous allons travailler justement pour éviter qu'il y ait des mécontentements au niveau des villages. Nous, on se réjouit beaucoup de la création de ce genre de zone pastorale dans la zone, parce qu'une partie de notre population qui partage la zone, et à savoir le village de Amarsin qui sont à côté, qui ici on crée cette zone-là, ils peuvent venir avec leurs animaux. À l'issue de ces échanges, une feuille de route devrait sortir afin de permettre la fixation des limites de la zone pastorale d'Ekeou, estimée à 5600 hectares.
Dans l'actualité internationale, c'est un dimanche des rameaux meurtriers en Égypte. 2 attentats ont ciblé 2 églises coptes et au nord du Caire, une au nord du Caire donc et l'autre à Alexandrie. La minorité des chrétiens d'Orient, une fois de plus, éprouvée. La première attaque intervenue dans une église copte de Tanta a fait au moins 25 morts. La communauté des chrétiens coptes, de nouveau endeuillée en Égypte. 2 attentats à la bombe ont visé des églises ce dimanche dans les villes de Tanta et Alexandrie, faisant des dizaines de victimes. Les 2 attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Ces images, filmées dans l'église Saint-Georges de Tanta juste après le drame, laissent imaginer la violence de l'explosion survenue au premier rang près de l'autel, en pleine célébration de la fête des rameaux. Ici, au moins 27 fidèles ont été tués et 78 autres blessés. Dans cette même ville de Tanta, à une centaine de kilomètres au nord du Caire, les forces de sécurité ont aussi découvert des engins explosifs dans une mosquée soufie et les ont neutralisés. L'église Saint-Georges a vu, elle, une foule affluer à ses portes en signe de solidarité. Les chrétiens coptes vivent plus que jamais dans la crainte en Égypte. En décembre, un attentat à la bombe dans une cathédrale du Caire avait fait 28 morts et avait là aussi été revendiqué par la branche locale de l'État islamique. Et ces attaques n'ont pas donc changé le programme du Saint-Père. Le Vatican annonce que le pape maintient sa visite en Égypte prévue dans quelques semaines. Et après ces attentats, le président Al-Sisi a déclaré l'état d'urgence en Égypte pour une durée de 3 mois. Le bras de fer entre Washington et Moscou se durcit après la frappe ciblée des États-Unis sur une base aérienne en Syrie. La Russie envoie un navire de guerre au large des côtes syriennes. Pendant ce temps, le déplacement du secrétaire d'État américain est maintenu à Moscou. Faut-il craindre une escalade des tensions entre Washington et Moscou? Après la frappe ciblée d'une base aérienne en Syrie ordonnée par Donald Trump, la Russie aurait envoyé un navire de guerre armé de missiles de croisière pour rejoindre les rangs d'un groupe de combat au large des côtes syriennes. Cette réponse de Moscou intervient à quelques jours du déplacement du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Moscou. Le président des États-Unis a affirmé que cette frappe était une réponse à l'attaque chimique imputée au régime syrien dans la province d'Idlib. Mais Bachar al-Assad nie toute responsabilité. Au nord-est de Damas, des raids aériens auraient touché la ville rebelle de Douma. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 1 personne a été tuée et 10 blessés. Et Donald Trump qui poursuit sa campagne de démonstration de force. Cette fois, la Corée du Nord est dans le viseur. Un groupe aéronaval américain fait route vers la péninsule coréenne. C'est dans l'océan Pacifique. Une nouvelle démonstration de force des États-Unis, cette fois face à la Corée du Nord. Un porte-avions américain et sa flotte font route vers la péninsule coréenne depuis Singapour. 2 jours après la frappe des États-Unis en Syrie, le commandement américain dans le Pacifique a clairement mentionné la menace nucléaire nord-coréenne. Pour le Premier ministre japonais, inquiet des ambitions nucléaires de Pyongyang, le soutien de Washington est précieux. J'ai dit au président Trump que nous saluions l'engagement fort des États-Unis en faveur de la paix et la sécurité. Sur la Corée du Nord, je lui ai dit que nous allions suivre de près la réponse chinoise. Nous sommes d'accord sur le fait que l'unité entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis est très importante. Donald Trump a reçu 2 jours durant le président chinois Xi Jinping et lui a demandé de faire pression sur le régime nord-coréen pour qu'il cesse son programme d'armement nucléaire, faute de quoi les États-Unis seraient prêts à agir seuls. Mais Kim Jong-un ne semble guère disposé à se laisser intimider. Pas plus tard que mercredi, il a fait tirer un nouveau missile balistique qui s'est abîmé en mer du Japon. La Corée du Nord se dit même confortée dans ses ambitions nucléaires par l'attaque américaine contre la base syrienne. Et puis, comme chaque dimanche, le rendez-vous du service des sports. Bonsoir Jérôme Tiendrobego. Bonsoir Peggy, bonsoir téléspectateurs de la RTV. Alors, on commence par les 16e de finale bis aller, RCK contre Club Sportif Sfaxien, qui s'est joué donc ce soir au stade du 4 août. Alors, vous savez très bien que le RCK a été reversé en Coupe CAF après leur élimination en Coupe en Ligue des Champions. Et bien, en 16e de finale, le RCK a croisé le club sportif sfaxien cet après-midi même au stade du 4 août. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Faucons ont
sérieusement compromis leurs chances de qualification. Ils sont inclinés 1-2 devant le club sfaxien. Le match a été joué à huis clos et sans supporters, cela s'entend. Et la RTV était là, ça a été retransmis en direct. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce direct-là, Khalifa Ouattara revient sur les détails dans ce reportage. L'horizon s'est assombri pour le Rail Club du Kadiogo. En s'inclinant 1-2 contre le club sfaxien, le RCK rend difficile une éventuelle qualification. L'atmosphère était trop pesante pour cette équipe des Faucons, obligée de jouer son match à huis clos et sans son entraîneur titulaire. Qu'à cela ne tienne, le RCK aborde de fort belle manière la rencontre et se signale dès la 13e minute sur ce coup franc d'Abouaka Sidiki Traoré. Les Faucons font le siège du camp tunisien, mais ont failli se faire surprendre dans les arrêts de jeu de la première période. 0-0 à la pause. À la reprise, les Tunisiens se métamorphosent et ouvrent le score à la 50e minute par Mohamed Ndoye. Une offrande de la défense des Faucons. L'égalisation du Rail Club du Kadiogo à la 66e minute est anecdotique. Le nouvel entrant Oussem Abessi hérite d'un centre parfait et inscrit le but de la victoire. 2-1 pour l'équipe tunisienne qui va envisager plus sereinement sa qualification le vendredi prochain. A contrario, mission presque impossible pour le Rail Club du Kadiogo. Dans l'actualité également, Jérôme Tiendrobeogo, le tournoi international de tennis de Koudougou. Mais avant d'en arriver, on va parler un peu, on va continuer dans le football. Alors pour dire que ce match que vous venez de voir a obligé la Ligue de football professionnel à repousser le match RCK à Sfaïnaga Content pour la 17e journée au 26 mars prochain. Et justement, dans ce championnat, la 17e journée, les Faux a dominé l'AS Police 2-0. Même score pour l'AS Sonabel qui renoue avec la victoire face à Majestic, au stade municipal Youssouf Joseph Konombo. Mais le RCK reste leader avec 38 points et un match en retard. Et pour être complet sur ce dossier football, on va dire que nos pros se portent bien. Bertrand Traoré avec l'Ajax d'Amsterdam, Nakoulma Préjus avec Nantes, Souleymane Kwanda avec la SEC, Bachirou Ouedraogo et Yacouba Mando avec le Orea de Guinée ont fait trembler les filets et on verra cela dans le magazine des sports. Vous avez parlé du tournoi international de tennis de Koudougou. Alors, c'est à Koudougou, ça s'est joué, c'est la 9e édition. Ça a commencé le 3 avril dernier. La finale s'est disputée aujourd'hui à Koudougou et a opposé le Burkinabé Joël Meda à un Béninois du nom de Félix Ontevi. Alors, la victoire du Burkinabé Joël Meda est 7-6 sur son vis-à-vis Félix. C'est un tournoi qui regroupe chaque année les meilleurs tennismen de la sous-région à Koudougou. Et puis pour terminer, le FARC est couronné champion national 2017 de rugby à 7. Alors, le FARC, c'est le Faso Rugby Club, un club qui a le vent en poupe qui s'est imposé 34-0 face au Padoua Rugby Club. C'est un championnat qui va permettre on voit les images donc rapportées par Modeste Ouedraogo et David Bambara. Alors, ce tournoi-là va permettre au sélectionneur national Thierry Barbé de retenir des joueurs pour le prochain tournoi de Niamey. C'est pour très bientôt. Et vous savez, Cuba, vous savez ce que c'est, Cuba? Non. Vous connaissez le Cuba? Non. Alors, ce n'est pas le pays de Fidel Castro, c'est le championnat universitaire de basketball. Non. Alors, sa 3e édition s'est disputée hier en nocturne de 21h jusqu'à ce matin, très tôt ce matin, et ça a été remporté en hommes par l'université Ouagadougou de 18-15 face à l'université Aube Nouvelle, et chez les dames, c'est l'ISPP qui s'est imposé 18-13 face donc à l'université Ouagadougou. Et tous les détails, vous les aurez dans le magazine des sports demain avec Christelle Dabri. Merci à vous, Jérôme Tiendrobeogo, et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Une autre équipe vous retrouve demain à 20h, mais avant, ce soir à 22h30, la dernière session d'information, c'est avec Ruth Bini Ouattara. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.